les inscrits puissent rentrer avant de démarrer, si vous voulez bien. On attend encore quelques minutes. Nous sommes à 300 inscrits, enfin 300 connectés, je veux dire. On attend encore un petit instant, peut-être. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter, en tout cas, déjà. Bonsoir à tous. Anne me fait signe que l'on va pouvoir commencer cette soirée. Donc, je vais tout d'abord commencer par remercier vivement Patrick Landman, Jean-Claude Malval et François Le Guil d'avoir accepté l'invitation de l'Association des psychologues freudiens à une conversation au sujet de la brochure qu'ils ont coécrite intitulée « Position psychanalytique contre le dogmatisme appliqué à l'autisme ». Cette brochure, nous l'accueillons comme un trésor, non moins que comme une arme, pour répondre aux contre-vérités qui nous sont sérinées dans les médias, les agences gouvernementales, les administrations d'institutions, qui tentent d'invalider la prise en charge psychanalytique des autistes en France. Toutes se concentrent sur une prétendue faible efficacité de la psychanalyse en matière d'autisme. Votre brochure, étayée sur une impressionnante accumulation d'études internationales récentes, qui frappent d'obsolescence les évaluations faites jusque-là, démontre avec rigueur et clarté que c'est un mensonge. Je vais donc d'abord vous présenter nos trois invités. Tout d'abord, Patrick Landman. Bonsoir, Patrick. Voilà, je rétablis mon son. Bonsoir. Bonsoir. Patrick Landman est psychiatre, pédopsychiatre, psychanalyste, juriste, président de Stop DSM.
auteur de Tous hyperactifs en 2016 aux éditions Albin Michel. Et vous avez également co-dirigé l'année dernière aux éditions Erest l'ouvrage collectif intitulé « Ce que les psychanalystes apportent aux personnes autistes ». Vous interrogez dans vos ouvrages la place des experts et des classifications, le rôle des médicaments et leur mésusage, la prolifération de diagnostics psychiatriques pharmaco-induits ou répondant aux exigences d'une santé aux normes uniquement comportementales, adossées à des preuves scientifiques biaisées. Vous attirez l'attention sur le couple infernal du surdiagnostic et de la surprescription, et vous alertez sur les conséquences délétères de cette évolution de la psychiatrie qui semble s'éloigner toujours plus des sciences humaines. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec la présentation. Merci. Je vous présente ensuite Jean-Claude Malval. Jean-Claude Malval est psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse, professeur émérite de psychologie clinique, auteur de nombreux ouvrages et articles de référence qui contribuent à former des générations de cliniciens. Je cite certains d'entre eux, « Logique du délire et la forclusion du nom du père », véritable boussole à mes débuts dans la pratique. 2 ouvrages récents, Repères pour la psychose ordinaire et Conversations psychanalytiques avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires. Et dans le champ de l'autisme qui nous occupera ce soir, L'autiste et sa voix, Écouter les autistes et enfin la différence autistique. En 2004, vous étiez sur le front lors de l'offensive de l'INSERM qui prétendait évaluer les psychothérapies et concluait à l'inefficacité de la psychanalyse. Ce qu'Agnès Aflalo a appelé après coup l'assassinat manqué de la psychanalyse. Et déjà, vous vous demandiez si, je vous cite, l'efficacité thérapeutique est-il le seul critère majeur qu'il faille prendre en considération pour apprécier la valeur des psychothérapies? Question qui n'a rien perdu de son actualité, nous y reviendrons. Voilà. Je vous présente ensuite François Le Guil. François Le Guil, bonsoir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste à Paris, oui, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Vous êtes enseignant à la section clinique de Paris-Île-de-France et auteur de nombreux articles de référence publiés dans le champ freudien et bien au-delà. Vous avez participé aussi à la lecture critique du rapport de l'INSERM, lequel, rappelons-le, fut, grâce au Forum des psys, convoqué par Jacques-Alain Miller, désavoué par le ministre de la Santé d'alors. Donc, ça a été, nous avons pu remporter à ce moment-là une victoire. Plus récemment, vous avez donné dans une émission de Studio Lacan votre analyse critique du rapport de l'Académie de médecine du 18 janvier 2022, intitulé « Psychothérapie, une nécessaire organisation de l'offre ». Vous avez accepté, et nous vous en remercions, que votre analyse soit publiée en ouverture de la brochure des psychologues freudiens. Brochure qui vient de paraître il y a une semaine et qui est intitulée « Psychologue, l'heure du choix ». Analyse critique du rapport de l'Académie de médecine. Elle est là, je vous la montre. Hein. Vous pourrez la commander en vous rendant sur le site de l'Association des psychologues freudiens. J'en viens rapidement donc aux psychologues freudiens. Créée en 2003, au moment où la pratique des psychologues était menacée, l'association a pour but de défendre et promouvoir une pratique de psychologue orientée par la psychanalyse. Nous vous invitons chaleureusement à adhérer à l'association, à vous inscrire à notre newsletter et à nous adresser vos contributions. Vous trouverez toutes les newsletters sur notre site internet qui a été refait et vous y trouverez également le bulletin d'adhésion et les informations concernant nos actions. L'association agit par le biais de commissions qu'elle crée et donc l'une d'entre elles, la commission de lecture de textes, composée de 6 cartels. Après avoir travaillé sur le rapport de l'Académie de médecine,
a lu avec enthousiasme et sérieux votre brochure à tous les trois. Et ce sont donc 15 cartélisants qui ont le plaisir de vous poser ce soir des questions, de converser avec vous. Questions que Nathalie Georges et Anne Colombel-Pouzenec et moi-même avons réparties en 5 séquences ce soir. 5 séquences de chacune 3 questions. Donc, nous animerons toutes les 3 cette soirée. Et pour la première séquence, que nous avons intitulée « Extension et transformation du domaine de l'autisme », je vais tout d'abord passer la parole à Valérie Bussière, qui va ouvrir la première séquence. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une première question adressée donc à vous, Patrick Landman. Selon vous, l'autisme a-t-il un rôle dans le mouvement de dépathologisation? Et si oui, lequel ou lesquels? Oui, il a évidemment un rôle. Il a même été en quelque sorte, en partie, à l'origine de ce mouvement de dépathologisation. Et dans les années 70, le Sénat américain a décidé, avec ce qu'on appelle Disability Act, c'est-à-dire par une loi, que l'autisme n'était plus une maladie mentale, mais était un handicap. C'est un moment très important de bascule, c'est-à-dire que pour la première fois, le législateur tranchait, intervenait dans un débat qui aurait dû rester un débat scientifique, un débat purement entre scientifiques, entre cliniciens, entre spécialistes. Mais c'est la première fois, et vous savez que ça a eu une postérité importante, y compris en France, où le législateur, maintenant, ne se gêne plus pour intervenir dans les débats scientifiques, en particulier dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie. Et puis, à ce moment-là, il y a eu aussi, c'est un moment de bascule aussi, parce que cette dépathologisation, en tout cas partielle, a été voulue par les associations de parents. Donc, c'est l'entrée aussi en liste de ce qu'on a appelé les usagers et de leur pouvoir, de leur lobbying et de leur influence sur le législateur et sur l'opinion publique. C'est-à-dire que ça repose sur un trépied, lobbying, attaque juridique et marketing. Voilà, on pourrait dire ça comme ça. C'est né aux États-Unis et ça s'est après prolongé sur le continent européen et tout particulièrement en France, où il y avait un désir d'en finir avec la psychanalyse. Alors, je ne sais pas, j'ai combien de temps vous voulez que je réponde? Parce que ça peut être très long comme ça peut être... C'est 5 minutes à peu près, on s'était dit 5 minutes par question. 5 minutes, bon, bah, vous m'arrêterez quand ça sera 5 minutes. Vous avez encore un peu de temps. Hein. Oui, j'imagine. Alors, cette dépathologisation c'était d'abord un handicap. Donc, ce qui veut dire que handicap, c'est on n'a plus à soigner, à guérir un handicap, on a à consolider, à essayer de rattraper le plus possible l'écart avec la norme, les variations avec la norme, et on n'est plus dans le domaine du traitement tel qu'on l'entend dans le discours médical habituel. Mais là où c'était un petit peu ambigu, c'est que l'autisme restait quand même dans la classification du DSM, c'est-à-dire dans les troubles mentaux. Donc à la fois c'était un handicap, ce qui est venu en France après, où c'est considéré aussi comme un handicap, ce qui fait que d'une certaine manière, les hôpitaux de jour ne devraient pas recueillir des autistes. Ils le font parce qu'il y a un tel manque de place, mais normalement, les autistes devraient être dans des endroits qui sont gérés par le médico-social, c'est-à-dire y compris, pourquoi pas, des endroits dédiés à ce handicap particulier, mais c'est un handicap. Alors, c'est resté ambigu dans la mesure où ils sont toujours dans le DSM, l'autisme est toujours dans le DSM. Alors, cette dépathologisation, je dirais, s'est poursuivie et je saute les étapes, mais dernièrement, nous avons une dépathologisation, je dirais, presque générale, qui est très intéressante. Dans le domaine de l'autisme, on est passé de l'anomalie cérébrale à la neurodiversité. C'est-à-dire que, bon, on est autiste ou on ne l'est pas, comme on est gaucher, on est droitier. C'est-à-dire c'est une diversité
neurologiques, d'origine neurologique ou génétique, enfin en tout cas biologique, et ça n'est pas une pathologie, ça n'est pas non plus nécessairement un handicap. Il faut s'adapter, donc il faut que la société s'adapte à cette neurodiversité. Donc on a aussi cette forme de dépathologisation, je dirais secondaire, qui est de considérer qu'on est dans la diversité et pas dans le normal ou le pathologique. Et puis, je dirais, la dépathologisation récente, le nouveau palier de la dépathologisation, c'est le spectre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la catégorie, on est dans ce qu'on appelle le dimensionnel. C'est-à-dire la catégorie, c'est des constructions cliniques avec des bases parfois théoriques et qui sont distinctes les unes des autres. Alors, l'autisme de Kanner, lisez tout ce qu'a écrit Kanner au cours de sa vie, il a passé un temps fou à vouloir à écrire que la catégorie qu'il avait décrite, l'autisme infantile précoce, il a vraiment passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour dire que ça n'avait rien à voir avec la schizophrénie infantile. Autrement dit, sa catégorie, un peu comme quelqu'un qui veut breveter une invention, et que les psychanalystes, il a lutté contre les psychanalystes qui voulaient englober ça dans la schizophrénie infantile. Il disait c'est autre chose. En ce sens, il n'avait pas tort d'ailleurs. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'à l'époque, le débat était catégorie contre catégorie, comme ça a été classiquement dans la psychiatrie. Maintenant, avec le DSM-5, on est passé au dimensionnel, c'est-à-dire les spectres. Et au-delà des spectres, on a même maintenant les troubles neurodéveloppementaux qui englobent les troubles du spectre autistique. Donc, on va être vraiment totalement envahi par ces dimensions du spectre. Et je vous annonce que la paranoïa a totalement disparu du DSM. Et que maintenant, ce qui se prépare, c'est le spectre autistique. C'est-à-dire quelqu'un qui aura un petit sentiment de persécution jusqu'au grand paranoïaque, ils seront sur la même dimension, ils seront simplement, le curseur, évidemment, ne sera pas au même endroit. Donc, alors, est-ce que c'est pour autant entièrement négatif, tout ça? C'est à discuter, parce que c'est vrai que c'est un peu, ça crée des confusions, et c'est très perturbant pour les cliniciens que nous sommes, mais je dirais, ce qui est valable aussi dans cette, malheureusement c'est excessif, mais c'est que dans le dimensionnel, il y a quelque chose, je crois que Jacques Alain Miller, vous avez me posé une question sur le domaine, le disait que c'est progressif, c'est-à-dire que c'est quand même anti-discrimination. C'est-à-dire, puisqu'on est tous sur la même dimension, d'une certaine manière, on peut inclure tout le monde, d'où l'inclusion. L'inclusion, on ne peut pas inclure des catégories différentes, mais on peut inclure des gens qui sont tous dans la même dimension. Simplement, il faut faire des efforts. Si vous incluez quelqu'un qui est un peu persécuté, ce n'est pas un gros effort. Si vous incluez quelqu'un qui est un grand paranoïaque, c'est un gros effort. Et pour l'autisme, c'est pareil. Je vous remercie beaucoup. Je suis obligée d'identifier un peu autant. C'est la règle du jeu. Mais ce que vous venez de dire est tout à fait précis et va nous permettre de rebondir absolument sur la question suivante, qui est celle de Laetitia Biambourdé. Laetitia, je te propose de poser ta question. Bonsoir. Alors, c'est une question qui s'adresse à François Le Guil. Dans le même temps que nous constatons ce mouvement de dépathologisation, les services visant à diagnostiquer les TDA, l'autisme, se multiplient. Quel est le statut de ces diagnostics et peut-on encore parler de diagnostic? Voilà mes questions. Ça marche là, on entend? Très très bien. Très bien. Merci de cette question. Je voudrais d'abord faire une précision puisque il a été dit et redit que j'avais coécrit cette brochure. Je n'en ai pas écrit une ligne. C'est un encouragement de Jacques Alain Miller adressé à Jean-Claude et à Patrick et à moi de rédiger cette brochure qui fait que mon nom a été associé. J'ai supplié Patrick Landman et Jean-Claude Malval de rétablir la vérité et de ne pas mettre dans les co-signataires, et ils n'ont rien voulu entendre. Alors, je peux partager entre un sentiment de modestie offensée et même un enthousiasme pour cette brochure qui m'est apparue
magistral, il faut bien le dire. Magistral. En fait, je suis ce soir comme un des lecteurs. Je fais partie des 500 lecteurs de cette brochure. Magistral, je trouve, dans la réussite du ton trouvé. Je trouve que ce qui m'a le plus, je l'ai encore relu hier et encore cet après-midi, il y a quelque chose d'à la fois aigu et de tempéré qui fait que, au fond, le reproche fait autrefois aux défenseurs des théories psychanalytiques d'être comme ça agressif et conquérant me paraît ici absolument infondé. Je trouve qu'il y a... enfin voilà, j'étais tellement enthousiaste que finalement je me suis laissé convaincre et d'être un co-signataire. Mais ça veut dire que je vais être assez bref, puisque pourquoi au fond je n'ai pas participé à cette rédaction, c'est parce que je n'ai pas de pratique de l'autisme infantile, je n'ai pas de pratique et je n'aime pas parler de quelque chose dont je n'ai pas la pratique. Mon rapport avec l'autisme, c'est un rapport avec la psychiatrie, celle de Bleuler, et celle tout de même qui associe chez l'adulte la clinique de l'autisme à la schizophrénie. Je serais peut-être un peu moins d'accord avec Patrick, car dans un texte tout à fait étonnant et essentiel, qui est la conférence de Genève sur le symptôme, qui est dans la revue La cause du désir, numéro 95, je crois, Lacan, au fond, ne mêle pas l'autisme et la schizophrénie, mais il les associe eux-mêmes. Alors, votre question, Laetitia, je dois dire que est-ce que c'est encore des diagnostics? Avec le champ de ruines que vient de brillamment résumer Patrick, on se demande aujourd'hui qu'est-ce qui est un diagnostic. Au fond, ce qu'on appelle la dépathologisation, dans notre âge moins avancé, nous appelions ça plutôt la dépsychiatrisation. Et nous étions évidemment tous tout à fait favorables à mettre sous ce mot de dépsychiatrisation, au fond, le combat anti-discrimination, anti-ségrégation qu'il y avait d'une certaine manière, dans toute nosologie, dans toute nosographies, il y a toujours la possibilité ségrégative et la possibilité discriminative. Aujourd'hui, ce mouvement de dépathologisation, même si je crois qu'il faut être très sensible aux mots de Jacques-Alain Miller à Patrick, qu'il y a quelque chose de profondément progressiste dans cette approche dimensionnelle de la clinique, au fond, fait que les diagnostics sont des autonominations. Vous pouvez avoir quelqu'un qui se présente à votre cabinet comme « je suis autiste » ou avec le même ton placide que s'il vous disait « je viens de telle région ». Je réponds à votre question. Bien sûr que non, ce ne sont pas des diagnostics au sens médical du terme. Ça singe les diagnostics médicaux. Le diagnostic médical aujourd'hui exige absolument que soit dans le diagnostic lui-même indiquée la cause. C'est-à-dire que la pulvérisation de la clinique psychiatrique vient du fait qu'on n'a jamais trouvé de cause organique, même si avec l'autisme, on le verra dans le débat que nous avons, les choses sont moins simples. Le fait que depuis, et Jean-Claude le rappelle dans sa brochure, le fait qu'on n'a pas trouvé quelque chose qui puisse nous dire, voilà, la cause biologique de l'autisme, c'est cela, la cause génétique, c'est cela. Ça implique qu'au fond, les diagnostics que nous faisons sont simplement des actes d'allégeance au système qui les rassemble, mais ne sont en aucun cas des diagnostics au sens médical du terme. Et ceci parce que la cause n'est pas nommée de façon certaine et indiscutable dans l'émission du diagnostic, dans la commission du diagnostic. Voilà.
Eh bien, un grand, grand merci, François Le Guil. C'est un éclairage extrêmement précis qui me permet de passer à la question que René Fiori souhaitait poser ce soir. René, je te passe la parole. René, peux-tu mettre le son, s'il te plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est une question que j'adresse à Jean-Claude Malval. Voyez-vous un lien, quel lien y a-t-il entre les développements exponentiels de la technique, surtout de la technologie, et l'extension du domaine de l'autisme? Oui, juste un mot sur ce que vient de dire Le Guil. Il y a une autre approche possible du diagnostic, qui est le diagnostic de structure, et qui a pour conséquence, bien sûr, ça ne dit rien quant à la cause, mais ça a des conséquences, à mon sens, quant à la conduite de la cure pour les analystes. Pour ça, moi, je suis assez attaché à ce diagnostic de structure, même si ce n'est pas le discours dominant parfois. Bon, c'est une autre approche possible. Alors, votre question, Monsieur Fiori, je ne suis pas très bien sûr de la comprendre. Ouais, alors, est-ce que je peux la formuler ainsi en quoi la croissance exponentielle de l'autisme est-elle liée à la multiplication de ce que Lacan a nommé des latouses? C'est la touze, bon, vous savez, il entendait par là des gadgets produits par la science, et par les techniques qui en découlent, gadgets qui sollicitent le mirage d'une satisfaction par la voix, par avance inassouvie. La touze qui rime avec ventouse de Lacan, parce qu'il y a beaucoup de vent en eux. Alors, effectivement, la tentation est forte de faire le rapprochement avec l'attrait des autistes pour les objets, lequel les conduit d'ailleurs volontiers à se comparer à des ordinateurs, voire à se prendre pour des enfants-machines. Alors, existe-t-il une corrélation entre l'attrait des autistes pour les objets et le consumérisme moderne? Cela n'apparaît pas à l'évidence. Les objets autistiques sont le plus souvent des inventions du sujet et non des gadgets produits par la science et la technique. Ils procurent une grande satisfaction à l'autiste, une satisfaction trop envahissante même initialement, mais ces objets ne finissent pas vraiment par le décevoir. S'il s'en détourne, c'est parce qu'il investit un autre objet, soudain devenu plus attirant que le précédent. Les autistes ne sont pas des consommateurs de la touze. La fonction de bord qu'ils donnent à leurs objets est très spécifique. Ils protègent du désir de l'autre, notamment, grâce à quoi il est parfois possible de restaurer un lien social. En revanche, par les addictions qu'ils peuvent susciter, les latous ont plutôt tendance à appauvrir le lien social. L'imaginaire machinique est largement partagé par le sujet d'aujourd'hui, pas seulement chez les autistes, même si c'est plus accentué chez eux, mais cela n'aurait pas spécifique. Et je me demande si le syndrome autistique n'a pas connu la même évolution que les délires démonomaniaques qui sont devenus, avec la révolution industrielle, des délires suscités par des machines à influencer. Autrement dit, le rapprochement entre la montée des latouses et la préoccupation des autistes pour les objets, surtout quand ils sont apparentés à des machines, témoigne peut-être d'une influence culturelle qui influe sur l'expression du syndrome, mais cela m'apparaît plus douteux quant à une intervention sur la logique même du fonctionnement autistique. Cependant, si votre question alors, sur la technique fait allusion aux techniques psychométriques, à leur développement, alors là, le lien avec l'extension du domaine de l'autisme apparaît plus évident. Nul doute que tous les tests servant à diagnostiquer l'autisme, la DOS, la DI, le Vineland, etc., tous ces tests ratissent trop large. Ce qu'ils cherchent à saisir est une entité construite dont la définition est purement clinique. Elle n'est ni stabilisée, ni consensuelle. Elle ne repose sur aucun marqueur biologique. Elle est sujette à des interprétations et à de constants remaniements.
De surcroît, il est ordinaire que la clinique de l'autisme chevauche d'autres troubles de la clinique comportementale. On évoquait le TDAH tout à l'heure. De sorte que l'identification de l'autisme par les outils actuels reste assez incertaine. Des études d'ailleurs ont montré que des enfants présentant un trouble psychotique sans caractéristiques autistiques pouvaient valider les critères diagnostiques des échelles censées être spécifiques de l'autisme. Donc l'imprécision des techniques psychométriques qui cherchent à appréhender l'autisme est l'une des raisons de l'extension exponentielle actuelle de ce diagnostic. L'autre raison principale étant sa stupéfiante attractivité contemporaine en raison des connotations positives associées à la différence autistique, volonté rapportée à des capacités intellectuelles hors normes. Bref, les raisons de la montée de l'autisme sont multifactorielles et restent aujourd'hui mal connues. Je m'arrêterai là. Ah bah, formidable. Vous souhaitiez peut-être conclure sur vous ce m'avez point. dit 5 minutes, j'ai accusé. Ah ben bravo, ça permet d'avoir une séquence qui se prolonge sur la séquence que va animer Nathalie Georges, à qui je laisse le soin de faire une petite transition. Où est Nathalie? Bonsoir Nathalie. Je te passe la parole. On m'entend là? Très bien. Bon, très bien. Alors, la deuxième séquence. C'est une petite transition, effectivement. Donc, j'ai fait un petit texte pour introduire à la deuxième séquence qui s'intitule « Usage au pluriel ». Non, pas du tout. Neuro et scientisme. Voilà, où vous aurez 3 questions. Donc, j'ai retrouvé une intervention de Pierre-Gilles Guéguin au congrès de l'Eurofédération de psychanalyse en juillet 2019, intitulé « L'inconscient et le cerveau, rien en commun ». Il y a la psychanalyse et il y a son contemporain, le physicalisme de Carnap, qui voulait que le langage et la méthodologie des sciences physiques règnent dans tous les domaines de l'activité humaine. Or, la première objecte au second, car l'expérience qu'elle a inaugurée nous assure que le langage est un parasite, qu'il est le ferment du lien social entre les vivants, ferment et poison, là où, pour la psychologie cognitive et expérimentale, le langage s'apprend de gré ou de force, comme certaines méthodes et leur violence le démontrent encore. Vous faites une percée avec cette brochure à travers le discours physicaliste, dont les servants ne cachent pas qu'ils le veulent hégémonique. Vous ne vous laissez pas intimider par la déferlante du tout neuro. On dit que des expériences laissent des traces, mais que sont ces traces? Peut-on les débusquer dans les plis du cerveau vivant? Sont-elles pérennes? Et avec quelles conséquences? Chacun croit ceci plutôt que cela, sachant qu'on est marqué, traumatisé, et fait avec le désir de ceux qui nous gouvernent de nous rendre un jour, un par un, traçables. Il y a donc les mots et il y a les choses, et précisément parce qu'il y a les langues, et ce n'est pas pareil pour tout le monde. L'espéranto que Carnap avait appris et aimé dès l'âge de 14 ans n'en est, Dieu soit loué, qu'une parmi d'autres. Alors, comment faire tenir ensemble les mêmes droits pour tous et l'absolue singularité qui tient au rapport incomparable que chacun entretient avec le langage à l'ère du tout neuro? Le défi est de taille et votre brochure une arme bienvenue. Ce n'est ni le tout freudien, ni le tout neuro. Nous ne sommes les servants d'aucun tout. Nous faisons, nous, des petits trous, comme le poinçonneur des lilas que chante Gainsbourg, mais pas comme lui qui était très seul et en est mort. Nous, un par un, nous reprenons son refrain pour la vie. Et donc, place aux questions. Je donne la parole à Alain Revel. Bonsoir. Alors, ma question a déjà été un petit peu, sur certains aspects, abordée par François Le Guil, mais bon, je la formule. En début du texte de la brochure, vous nuancez le toujours une cause biologique neurologique des troubles du spectre autistique. Suit donc cette phrase. Même si la biologie joue un rôle causal dans l'autisme, elle ne peut en aucun cas prédire le devenir du sujet autiste. Quelle portée donnez-vous à la première partie de la phrase à propos du rôle causal? Quel est l'état des connaissances en la matière?
éventuellement, y a-t-il une place à faire à cet abord neurobio dans l'accompagnement des autistes aujourd'hui? Mes questions. Cette question m'est posée, je crois. C'est ça. Bon. Excusez-moi, j'ai oublié de le signaler. Bon. Oui, c'est une question importante. Il faut peut-être nuancer le causal. On va y venir. Donc, les premiers résultats obtenus à partir de couples de jumeaux ont montré que le taux de concordance chez des jumeaux monozygotes était de 60 à 92%, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant était autiste, 60 à 92% des frères et sœurs présentaient des caractéristiques autistiques. Or, bien sûr, ces études sont discutées, elles comportent de nombreux biais méthodologiques, des approximations erronées, des problèmes d'interprétation. De plus, une étude de l'Université de Californie de San Francisco, une étude plus récente réalisée en 2011, portant sur les jumeaux monozygotes et dizygotes, dont au moins un est autiste. Cette étude va contre les données antérieures en calculant que l'influence des gènes n'interviendrait que pour 38% dans l'étiologie de l'autisme, alors que le chiffre le plus couramment mentionné était beaucoup plus haut. Alors bien sûr, cette étude dérange en tant qu'elle suggère que ce seraient plutôt les facteurs environnementaux qui seraient prédominants. D'ailleurs, cette étude est une des références importantes qui manquent dans la brochure. Bon, elle aurait mérité d'y être insérée. Alors, facteurs environnementaux. Qu'est-ce qu'on entend par facteurs environnementaux quant à l'étiologie de l'autisme? Pour l'essentiel, en général, sont invoqués l'augmentation de facteurs polluants, mais évidemment, rien de précis n'a été mis en évidence. Ou bien la dépression maternelle à la naissance. Ça aussi, on n'en fait pas état dans la brochure. Une étude de 2002 qui a été menée par Pierre Ferrari trouve que 45% des mères d'enfants autistes souffrent de dépression dans les premiers mois de la vie de leur enfant. Alors, la prévalence de la dépression maternelle dans les premiers mois de vie d'un enfant autiste, écrivent des auteurs, est de façon statistiquement significative nettement accentuée. Cependant, il précise que cette dépression ne peut pas être considérée comme une cause de l'autisme. Elle n'est liée à ce trouble, elle n'est pas liée à ce trouble par une relation nécessaire et suffisante. Toutefois, ça ne corrobore pas la thèse prêtée à Bettelheim, je dis bien prêtée à Bettelheim, sur laquelle ce qui précipite l'enfant dans l'autisme infantile serait le désir de ses parents qui n'existe pas, ce que Bettelheim a dit, mais il a dit aussi bien le contraire. Quoi qu'il en soit, les données actuelles ne permettent guère de douter de l'existence d'une composante génétique de l'autisme, mais il n'est pas assuré qu'elle soit dominante. En outre, l'épigénétique met aujourd'hui l'accent sur le fait que l'expression des gènes est dans la dépendance de l'environnement. Bref, la conclusion de l'étude de Ferrari me paraît toujours pertinente. La dépression maternelle peut trouver sa place au sein du modèle proposé actuellement par les généticiens, modèle de transmission polygénique multifactorielle à seuil. Ce modèle fait intervenir plusieurs gènes, on sait qu'il y en a une quantité, qui sont isolément considérés comme mineurs, mais qui constituent chacun un facteur de risque, et ça fait intervenir une composante environnementale dont les interactions conduiraient à développer l'autisme. Aucun facteur pris isolément n'est ni indispensable ni suffisant pour faire apparaître l'autisme, celui-ci n'apparaissant que lorsqu'est atteint un seuil défini, disent ces généticiens, un seuil défini par l'action addictive d'un certain nombre de facteurs de risque. Enfin, ce qu'il faut quand même rappeler à tous ceux qui insistent sur l'étiologie biologique de l'autisme, c'est qu'il n'existe ni de thérapie génique, ni même de thérapie médicamenteuse de l'autisme. En outre, du fait d'une étiologie multifactorielle, il est très peu probable que dans l'avenir, l'autisme puisse être éradiqué par une thérapie biologique. D'ailleurs, ce projet scandalise beaucoup d'autistes qui considèrent, non sans raison, que leur mode de fonctionnement n'est pas une pathologie, mais une manière d'être différente.
Les débats actuels sur l'étiologie de l'autisme sont secondaires, faute de données probantes. Le problème majeur, donc, est celui de la prise en charge des autistes, et des autistes les plus sévères notamment. Peut-on se borner à des approches cognitivo-comportementales ou faut-il de surcroît prendre en compte leur affectivité et leur mode de jouissance? Ne pas ignorer cette affectivité, c'est ce que cherchent à faire diverses méthodes psychodynamiques, plus ou moins inspirées de la psychanalyse. En général, elles ont intégré les contributions des sciences cognitives à l'abord de l'intelligence de l'autiste. La cognition de l'autiste suscite initialement une approche pointilliste de la réalité en raison du privilège donné aux signes sur le signifiant, d'où la persistance des situations d'apprentissage et la tendance à penser en images. Les approches cognitivo-comportementales recommandées par la HAS font l'impasse sur la dimension du transfert, lequel pourtant peut s'établir sur un thérapeute qui est alors mis en position de double, et ça permet de mobiliser une dynamique libidinale qui passe par la construction de bords protecteurs qui sont peu à peu utilisés comme des pseudopodes, comme disait Kanner, pour tisser du lien social. Beaucoup d'autistes de haut niveau témoignent avoir eu recours à des méthodes psychodynamiques, parfois spontanées, parfois structurées, tandis que les réussites les plus probantes de la méthode ABA peuvent dans quelques cas améliorer l'autonomie, mais elles ne parviennent jamais à faire accéder l'autiste à l'indépendance, parce que l'indépendance, ça ne s'enseigne pas, ça implique une décision subjective. Jean-Claude Malval, on quitte un petit peu la question neuro, mais au fond, vous n'allez ni abonder dans la question de la cause neuro, ni du coup dans un traitement qui serait orienté par les apports de la neurologie, si je vous entends bien. Le rôle causal, il est tout à fait partiel et lié à l'environnement, une interaction. Donc, la causalité est quand même assez mystérieuse. C'est ça, tout à fait. Bon, merci beaucoup pour ce premier état des lieux. Factoriel, ce que je vous dis. Vas-y. Je passe la parole maintenant à notre collègue Alexandre Gouttière qui va adresser sa question à Patrick Landman. Merci Nathalie. Donc oui, ma question s'adresse à Patrick Landman et justement, elle prolonge l'échange que Nathalie vient d'avoir avec Jean-Claude Malval. Ça concerne donc l'usage de la neuroimagerie dans l'évaluation de l'efficacité des approches en matière de traitement. Donc je me demandais, que pensez-vous des méthodes qui sont prônées par l'Académie de médecine et qui valorisent aujourd'hui la preuve de l'efficacité des approches rééducatives par la neuroimagerie? Ma question c'était, est-ce que de telles études existent dans le champ de l'autisme? Et est-ce que vous pensez que ça répond à des critères fiables? Voilà, j'aurais beaucoup aimé avoir votre avis sur ce sujet. Merci Alexandre. Oui, je vous remercie de cette question. Alors, la neuroimagerie est maintenant extrêmement omniprésente dans le champ de la psychiatrie mainstream, qui est en particulier dans le champ de l'autisme. Mais vous savez, il y a un livre qui vient de paraître d'Hervé Castanet, qu'il m'a gentiment adressé, et oui, il cite, je crois que c'est Poincaré, il dit « Le microscope ne prolonge pas l'œil, il prolonge le concept ». Et je trouve que c'est une phrase très importante que nous pouvons appliquer à la neuroimagerie. La neuroimagerie, d'une manière générale, est censée être le microscope du XXIe siècle. Elle a, je dois dire, été accueillie de façon enthousiaste. Enfin, nous pouvions rétablir la méthode anatomoclinique dans le domaine de la psychiatrie, c'est-à-dire de trouver in visu, de voir enfin les causes, les étiologies, les marqueurs d'une maladie mentale. Évidemment, on en est bien loin, ce que vient de dire tout à l'heure François Le Guil, et puis un peu plus récemment Jean-Claude vient de dire la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant on est un peu court sur la question de l'étiologie
dans le domaine des maladies mentales et en particulier dans le domaine des marqueurs biologiques. Mais cette imagerie cérébrale est utilisée à tort et à travers, mais en même temps, elle a évidemment son intérêt. Je ne conteste pas qu'elle puisse avoir son intérêt dans le domaine de la neurologie, dans le domaine de bien des sections de la médecine et de la chirurgie, etc. Mais dans le domaine de la psychiatrie, pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. On trouve effectivement des zones qui sont stimulées, mais en même temps, on ne sait pas la raison pour laquelle elles sont stimulées. Est-ce qu'elles sont stimulées parce qu'elles sont en corrélation avec une excitation, ou est-ce que c'est une excitation qui vient faire barrage à une autre excitation qu'on ne voit pas? Enfin, il y a vraiment tout un tas d'hypothèses et tout un tas d'inconnus sur la question de la corrélation qu'on constate entre certains états pathologiques et certaines, je dirais, stimulations et visibles par la neuroimagerie. Alors, pour ce qui concerne l'idée qu'on pourrait prouver l'efficacité des méthodes comportementales par la neuroimagerie, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, c'est une conception qui ne repose pas, à mon avis, sur des données scientifiques vraiment stables. Les méthodes comportementales, pour l'instant, leurs preuves, telles qu'elles sont, en particulier dans les recommandations de l'HAS, mais également des autres instances scientifiques étatiques des États européens, sont fondées sur des preuves d'efficacité clinique et d'efficacité comportementale. Et actuellement, on remet en cause beaucoup de cette efficacité. On sait très bien que beaucoup des études ont été biaisées. Elles ont été, je dirais, faites sur des temps très courts, avec des sélections, des critères de sélection très, très stricts, de façon à, le plus possible, faire entrer dans le chapeau ce qu'on voulait faire sortir au bout du compte. Ça n'empêche qu'elles peuvent avoir certains résultats, il ne faut pas le nier, dans certains domaines et pas dans d'autres, mais elles sont bien loin de donner les résultats qu'elles excipiaient au départ. En particulier, la méthode ABA n'est même pas recommandée par la NICE. La NICE britannique, qui est donc la haute autorité de santé de Grande-Bretagne, ne recommande pas l'ABA. Et quand je l'ai dit à Madame Compagnon, elle a été un peu scotchée, mais elle a immédiatement zappé. Mais bon, c'est prouve que la loi de Newton lui dit qu'elle soit à Londres ou à Paris, c'est la loi de Newton. On va pas discuter. Bon, la méthode ABA, apparemment, à Paris et à Londres, on n'en fait pas exactement le même usage. Bon, donc... Mais merci beaucoup. On est quand même dans un très grand écart entre l'éducatif, le soin et l'application de ces méthodes de neuroimagerie qui sont tout de même médicales. On est tout le temps en train de parler de santé, de guérison, de traitement, malgré qu'on soit sous le signe de la dépathologisation généralisée. C'est impressionnant. Ça va me permettre à Anne Colombel de poser sa troisième question, je crois. Oui, c'est ça. Alors, c'est une question à François Le Guil, si vous le voulez bien. Bon, voilà, Patrick Landman, tout à l'heure, vous avez commencé en parlant de dépathologisation, justement, par situer 3 enjeux, lobbying, attaque juridique, marketing. Alors voilà, j'adresse cette question à François Le Guil. Dans le champ de l'autisme, l'indication de faible niveau de preuve des méthodes d'accompagnement des autistes nous a amené à nous demander si la recherche scientifique n'était pas tout simplement aujourd'hui contaminée, peut-être dans quelle mesure, par le discours capitaliste et une recherche de profit. Voilà, je serais intéressée de savoir ce que vous pensez de cette hypothèse. Oui, la recherche scientifique ne peut pas être contaminée par le capitalisme. Elle est dans un monde où effectivement la moindre trouvaille aujourd'hui exige de tels investissements financiers que il n'est quand même pas étonnant que ce soit très précisément dans le monde capitaliste que depuis bien plus d'un siècle, les découvertes scientifiques les plus importantes ont eu lieu. Donc,
j'entends bien ce qu'il faut retenir de votre question, à savoir que les intérêts et les profits sont bien sûr dans le coup, mais on ne voit pas pourquoi ils n'y seraient pas. Ce qui me paraît plus important dans ce qu'on appelle cette recherche scientifique, c'est plutôt un autre type de contamination dont elle est la victime. C'est devenu un lieu commun, on trouve ça partout, de dire qu'au fond, le monde contemporain, enfin il est contemporain depuis un certain temps, résulte d'un immense transfert de la religion à la science, qu'au fond, la croyance dans la science a pris le pas sur la place qu'avait autrefois la religion. C'est vraiment un lieu commun que tout le monde peut effectivement reprendre à son compte, à tel point que Jacques-Alain Miller lui-même dit qu'au fond, ce rapport à la science, c'est très précisément ce par quoi Lacan va lui traiter, à la différence de Freud, le malaise dans la civilisation. Qu'au fond, le malaise dans la civilisation, tel que Lacan l'aborde, c'est dans un certain rapport et dans les effets de la science sur notre temps. Alors, ce qui a été dit là dans les deux dernières interventions de Jean-Claude et de Patrick, c'est qu'au fond, ce qu'on appelle la médecine scientifique, c'est la médecine thérapeutique. Vous avez ce grand moment tournant au milieu des années 20 où Freud parle des trois impossibles, guérir, enseigner et je ne sais plus quel est le troisième d'ailleurs, c'est invraisemblable. Gouverner précisément. Gouverner, guérir et gouverner et enseigner, et quelques années après, il enlève guérir et il met à la place psychanalyser. Pourquoi? C'est parce que la guérison aujourd'hui n'est absolument plus un impossible, à tel point que, de façon tout à fait surprenante, au milieu de sa proposition sur la passe, Lacan dit que le caractère aujourd'hui illimité des possibilités thérapeutiques fait qu'on ne sait plus ce qui est médical ou ce qui ne l'est pas. Ce qui a bien été illustré par le ton agréablement ironique, le vôtre, Nathalie, quand vous dites que plus on dépathologise, plus ça devient médical. Que, au fond, plus on dépsychiatrise, plus le psychiatre est convoqué. Et plus on déségrégationne, plus effectivement les catégories, sur le mode « je dis ce que je suis », les catégories prennent des places tout à fait importantes et sont revendiquées par ceux qui estiment en faire partie. Donc on est vraiment dans un discours de plus en plus ironique, puisque la recherche est de son temps, et qu'au fond, là je reprendrai la phrase formidable que j'avais oubliée de Poincaré, le microscope ne prolonge pas l'œil, il prolonge le concept. Ce qui contamine la recherche aujourd'hui, c'est les préjugés. Ce qui contamine aujourd'hui la recherche, c'est les croyances qui les initient. Et on voit bien que avec le sort que veulent faire tous ceux qui veulent que disparaisse la psychanalyse du champ clinique de l'autisme, avec le sort qu'ils veulent nous réserver, on voit bien que ce qui guide absolument toute leur argumentation, c'est effectivement leur volonté d'en finir avec la psychanalyse. De telle sorte qu'on se retrouve à chaque fois au rouet, on se trouve à chaque fois convaincu que les conclusions qui vont être données par telle ou telle théorie étaient déjà dans les prémices. C'est plutôt ça, me semble-t-il, c'est plutôt ce champ de bataille d'idées et d'idéologies qui contamine la recherche plus que le capitalisme. Je veux dire que je ne vois pas pourquoi on ne chercherait pas à obtenir de la recherche le premier profit qui est d'améliorer la situation de ce qui est recherché à propos de telle ou telle souffrance. En tout cas, nous relevons le gant en n'acceptant pas que ce discours soit seul à couvrir tout l'espace discursif, et nous articulons le nôtre avec ferveur.
Merci, je vous remercie beaucoup tous les trois. Et pour la troisième séquence, je passe la parole à Anne Colombel-Plouzenec. Voilà, et je me permets de vous remercier pour cette réponse particulièrement précise et qui constitue une boussole. Donc voilà, nous allons maintenant passer à la troisième séquence que nous avons intitulée « Les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont obsolètes ». Je passe simplement la parole d'abord à Hélène Girard qui va adresser sa question à Patrick Landman. C'est à toi, Hélène. Merci. Donc, les recommandations de la HAS sont obsolètes depuis 2012. Pourtant, elles courent toujours. Pouvez-vous nous dire pourquoi, selon vous? Oui, alors les recommandations sont considérées comme obsolètes par le Conseil d'État, qui a statué sur une requête de l'association AEVE, dont je préside le comité scientifique, qui voulait faire reconnaître que la méthode des 3I, qui est une méthode innovante, pouvait être recommandée, puisqu'on excipiait un certain nombre d'études. Donc, lors de cette, je dirais, ce jugement du Conseil d'État, il a été dit que les recommandations sont obsolètes. Alors, pourquoi est-ce qu'elles persistent? À mon avis, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est l'inertie. C'est-à-dire que à partir du moment où un système est en place, il y a tout un tas de gens qui ont intérêt à que ce système perdure. Et parmi les gens qui ont intérêt sont évidemment les gens qui ont des conflits d'intérêt dans l'affaire et qui sont des gens qui promeuvent des formations, qui promeuvent qui font du business, je dirais, avec ces méthodes qui sont recommandées et qui ont donc tout intérêt à ce qu'elles soient maintenues le plus longtemps possible de façon à maintenir leur business, pour parler très, très franchement et très vulgairement. Donc, ça, c'est l'inertie. D'une manière générale, on sait très bien que, par exemple, même en élargissant la question, parce que ces méthodes sont fondées sur une autre méthode, qui est la méthode EBM. Et on sait très bien que la méthode EBM appliquée à la psychiatrie est elle aussi obsolète, qu'en tout cas, elle pose tout un tas de problèmes très graves. Il y a des dizaines d'articles très bien documentés qui montrent que la méthode EBM est tout à fait problématique dans son application, en particulier non seulement à la médecine, mais à la psychiatrie en général. Et pourtant, ça persiste. Parce que je crois que là aussi, quand il y a un système qui est en place, eh bien, même quand on a prouvé et reprouvé qu'il était défaillant, qu'il était plus problématique, pour reprendre l'expression qu'on emploie souvent en médecine, bénéfices et risques, que la balance était plutôt du côté des risques de biais et des risques je dirais, de mauvaise utilisation, eh ben, ça persiste parce que les gens ne veulent pas changer facilement. Vous savez, Freud disait que la plus grande résistance, c'est la résistance au changement. Je crois que c'est aussi vrai dans des tas de domaines et pas simplement dans le domaine de la cure analytique. Et que ils veulent continuer parce que c'est comme ça, on est habitué à faire ça. Et en plus, il y a tout un tas d'intérêts dans les publications scientifiques. Tout à l'heure, François a parlé de la recherche scientifique, mais il y a les publications scientifiques aussi. Et dans ces publications scientifiques, on ne va pas changer d'un coup les critères, on ne va pas changer d'un coup les protocoles. Et tous les protocoles sont fondés sur cette méthode EBM. Et donc, les recommandations de l'HAS elles-mêmes se recommandaient en quelque sorte de la méthode EBM et des preuves, et c'est une des raisons pour lesquelles la psychanalyse n'a pas été recommandée, parce qu'elle ne pouvait pas être analysée, et surtout elle ne s'était pas soumise à des études. Pourtant, il y a des tas d'études qui prouvent l'efficacité de la psychanalyse, l'efficacité thérapeutique, mais elles ne sont pas répertoriées comme étant des méthodes je dirais, compatibles avec la méthode EBM, des études, compatibles avec la méthode EBM. Donc, elles n'ont pas été retenues. Bon, je pense que les choses ne vont pas changer. Je pense que les recommandations qui vont venir, parce que ça va être rediscuté, les recommandations, dans très peu de temps, je pense qu'elles ne seront pas véritablement un bouleversement. Ça sera
probablement un réaménagement avec l'introduction d'un certain nombre de méthodes qui ne sont pas... Peut-être y aura-t-il des méthodes développementales qui seront introduites à petite dose, et ça sera déjà un progrès. Mais il ne faut pas se leurrer, on restera dans le comportemental. La plupart des méthodes comportementales seront de nouveau recommandées. Les nouvelles méthodes qui existent depuis quelque temps seront également. Ce qu'ils veulent, ce sont des études en double aveugle. Si vous avez des études en double aveugle, randomisées bien sûr, et en double aveugle, si vous avez au moins 2 études ou 3 études comme ça, vous avez des chances d'être recommandé. Voilà. Peu importe le reste. C'est ça ce qui me paraît être la chose la plus importante. Donc, ça va continuer, ça va s'accentuer probablement, avec peut-être l'introduction de quelques méthodes développementales, en particulier le jeu, sur le jeu. Ça peut être peut-être une ouverture. Voilà ce que je peux vous répondre sur cette Merci beaucoup. Merci. Solène, avec une question pour Jean-Claude Malval. Tout à fait. Jean-Claude Malval, je ne sais pas si vous le savez, mais l'Association des psychologues freudiens a déposé une requête contre l'arrêté du 10 mars 2021, requête qui a été rejetée. Alors, nous voulions vous demander en quoi cette requête concerne-t-elle l'autisme et quels conseils vous pourriez nous donner pour ne pas baisser les bras dans cette lutte. Alors, l'arrêté porte sur l'intervention du psychologue dans un parcours de bilan et d'intervention précoce qui concerne les troubles du neurodéveloppement, dans lesquels non seulement l'autisme est aujourd'hui inclus, mais je crois l'autisme tend à phagocyter cette catégorie. Un des autistes français de haut niveau, parmi les plus connus, Chovanec, n'hésite pas à dénoncer l'inflation récente du diagnostic d'autisme. À peu près tous les professionnels de l'autisme, dit-il, constatent que la part des diagnostics abusifs a totalement dérapé, mais peu de gens osent en parler, tant le tabou est lourd. De façon schématique, continue Chovanec, s'agissant uniquement des adultes dont la demande est personnelle, au sens où elle n'émane pas d'un tiers, on peut raisonnablement estimer que les 2 tiers des nouveaux diagnostics sont faux ou douteux. Le phénomène est assez nouveau, affirme-t-il à juste titre, en disant en 2020. Il y a encore 10 ans, voire 5 ans, ce taux était négligeable. Et qui plus est, on peut constater, ça, je l'ajoute, que le faux autisme ne concerne pas seulement les adultes, il se répand aussi avec rapidité chez les enfants. L'autisme est devenu aujourd'hui une entité attractive et valorisante. Il suffit souvent que le terme soit prononcé par diverses considérations diagnostiques pour qu'il soit privilégié, soit par les parents, soit par le sujet lui-même. Or, l'arrêté incite fortement le psychologue à ne mettre en œuvre avec des enfants en difficulté que des pratiques recommandées par la HAS, principalement celles indiquées pour l'autisme, qui ne mentionne ni la psychanalyse, ni des approches psychodynamiques, ni guère des approches développementales, comme on l'évoquait il y a un instant. La HAS promeut diverses formes d'éducation thérapeutique et de psychothérapie autoritaire qui ont en commun de ne pas prendre en compte le sujet de l'inconscient. En outre, comme on le souligne dans la brochure, des méta-analyses effectuées postérieurement au rapport de la HAS de 2012 sur l'autisme convergent pour considérer que les interventions comportementales intensives précoces permettent certes d'améliorer les capacités cognitives et les compétences linguistiques de 50% des enfants traités, mais que même chez ceux-là, les effets sont faibles sur l'essentiel, à savoir les capacités permettant une insertion sociale. Contester l'arrêté avait pour but de laisser une chance au sujet d'être pris en compte dans les dispositifs de soins étatisés. Que la requête des psychologues freudiens ait été rejetée s'inscrit dans un courant général de négation de l'inconscient et de méconnaissance du sujet, mouvement qui traverse les institutions, qu'elles soient sanitaires ou universitaires. Alors, que faire, dites-vous, à cet égard? Bon, il me semble qu'il faut d'abord souligner que l'avenir immédiat de la psychanalyse n'est pas dans les institutions.
il convient, bien sûr, de lutter pour maintenir ce qui peut s'y faire entendre. Mais la pérennité de la psychanalyse passe d'abord par la création et le développement aujourd'hui d'initiatives privées, telles que les CPCT ou les sections cliniques. Dans les institutions scolaires, sanitaires, le psychologue orienté dans la psychanalyse devrait bien évidemment chercher à sauvegarder ou à instaurer des réunions cliniques qui permettent un abord du cas par cas, mettant ainsi concrètement en jeu un des enseignements majeurs de la psychanalyse, qui est de promouvoir un primat du singulier sur l'universel quand il s'agit de l'abord du sujet. De même, les présentations cliniques constituent un excellent moyen de se faire entendre à des équipes, de faire entendre à des équipes des notions psychanalytiques majeures, tout en utilisant très peu de vocabulaire psychanalytique. Chaque psychologue devrait avoir le souci de chercher à mettre en place des présentations cliniques dans les institutions. Par ailleurs, il ne s'agit pas que le psychologue orienté par la psychanalyse se présente comme détenteur d'un savoir plus solide que celui des théories à la mode, mais plutôt qu'il mette en avant un non-savoir dans l'abord du sujet. Cela devrait le conduire non seulement à la promotion d'une pratique du cas par cas, mais aussi à interroger sans cesse les décideurs sur les ratages et les limites de leur protocole, une manière de leur faire apercevoir concrètement l'existence de la dimension subjective qui échappe, bien sûr, à un savoir censé convenir pour tous. Puis, bien entendu, dans les institutions qui travaillent avec des autistes, il est particulièrement souhaitable de diffuser et de faire connaître la brochure concernant la position psychanalytique contre le dogmatisme, ainsi que l'analyse critique du rapport de l'Académie de médecine de janvier 2002, rédigé par les psychologues freudiens. Et puis, bien sûr, ne pas négliger tout autre texte soutenant des positions semblables. Par exemple, le livre dirigé par Patrick Landman, ce que les psychanalystes apportent aux autistes, et puis bien d'autres sans doute. Voilà. Grand merci pour cette feuille de route particulièrement précise. On a vraiment de beaux outils, en effet, de transmission là. Je passe sans tarder la parole à Dominique Paul Rousseau avec sa question à François Le Guil. Oui, bonsoir. Bon, après ce qui vient d'être dit, j'ai peu d'illusions sur la réponse, mais ma question c'était peut-on espérer, et point des besoins d'espérer pour entreprendre, est-ce qu'on peut espérer rendre compte des mutations psychiques qui ont été obtenues par le traitement psychanalytique des sujets autistes de manière acceptable pour la médecine et la HAS? Oui, puisque j'ai avoué au début ma position, passez-moi le mot, un peu handicapée dans ce débat du fait d'une pratique de l'autisme, et spécialement de l'autisme infantile, que je n'avais pas et que Jean-Claude et Patrick ont beaucoup plus que moi. Moi, j'aime beaucoup votre question parce que Patrick et Jean-Claude viennent d'y répondre très longuement. Et donc, ça va me permettre justement de surmonter mon handicap. Juste une précision. Ils nous ont répondu tous les deux que non, qu'il ne fallait pas attendre d'un futur rapport de la HAS, il ne fallait pas attendre quelque chose qui puisse rendre compte des mutations psychiques liées au traitement psychanalytique des sujets autistes. Ce qu'on appelle les études en double aveugle, qui sont très souvent la condition sine qua non d'acceptabilité par la communauté médicale de toutes les études en double aveugle, c'est la consécration de la forclusion du sujet. C'est même, les études en double aveugle, c'est la forclusion du sujet en acte. C'est vraiment saisir la forclusion comme César au milieu du Rubicon, si je puis dire. Il y a un texte presque drôle de Lacan sur Pavlov, où Lacan montre bien que le sujet de la science est forclos par le mouvement même de vérification qu'impose Pavlov pour attester de la validité de ses résultats, que l'effacement
effectivement d'une des données de l'expérience de base, l'expérience qui consiste à faire saliver le chien tantôt avec une écuelle, tantôt avec une sonnette, et Lacan montre de façon extraordinairement claire comment c'est dans ce passage du premier temps de l'expérience au deuxième temps de l'expérience que s'accomplit la forclusion du sujet par la science. Les études en double aveugle, ça veut dire que ni le patient, ni le médecin, ni le prescripteur ne savent absolument qui prescrit quoi et qu'est-ce qui est prescrit. Donc, ce sont des études qui posent que les résultats n'auront aucune validité scientifique si le sujet n'est pas forclos. Ça veut dire que les études en double aveugle posent comme condition que le sujet soit éliminé. Donc, nous n'avons absolument rien à attendre, sinon une certaine sagesse politique qui était entre les mots que Jean-Claude vient de prononcer, et Patrick également, à savoir que sans doute que le consensus anti-psychanalytique sera moins affiché peut-être que l'échec des techniques autoritaires qui inévitablement provoquent de l'indignation sera sans doute moins plastronnant. Mais je crois que c'est tout ce que l'on peut attendre. Merci beaucoup. Merci. Solène, je crois que c'est à toi. Oui, merci Anne. Pour faire la transition avec notre quatrième partie, je voulais souligner quelques points rapidement que vous avez apportés, que j'ai trouvé très, très intéressants. Tout d'abord, je me disais qu'on peut constater que c'est comme s'il y avait aujourd'hui des diagnostics attractifs, comme celui de l'autisme, et puis d'autres qui ne le sont plus du tout, comme celui de paranoïa. Ce qu'on peut regretter, puisque, par exemple, lorsque le diagnostic de paranoïa est posé en institution, on voit bien que ça éclaire aussitôt le champ de la clinique et qu'on voit bien plus clairement à quoi le patient est confronté. Donc, on peut peut-être regretter que ce diagnostic structural soit complètement relégué. Voilà, et puis dans ce contexte, vous avez insisté sur ce contexte général de négation de l'inconscient et du sujet. Je dirais que ça va loin, puisque lorsque vous disiez que l'on pouvait, et j'en serais très heureuse, pouvoir diffuser nos brochures, nos ouvrages, etc., je pense que ça reste possible pour les psychologues orientés par la psychanalyse dans de nombreuses institutions, en psychiatrie encore, heureusement. Par contre, malheureusement, le réel auquel on est confronté dans les institutions qui prennent en charge des autistes, c'est que les psychologues orientés par la psychanalyse sont rejetés, se font vraiment virer. Donc, on a affaire à un réel qui est vraiment extrêmement dur, et c'est pour ça que l'enjeu de cette soirée, il est décisif. C'est d'être le plus nombreux possible à faire savoir que nous ne sommes pas d'accord avec cette élimination de la psychanalyse dans la prise en charge de l'autisme. Donc, c'est ce qui va me permettre de faire la transition avec la séquence suivante que nous avons intitulée « Question de politique lacanienne ». Et je passe la parole à Benoît Chenet. Merci Solène. Merci à vous pour cette brochure et vos commentaires aux questions que nous avions à vous poser ce soir. Alors moi, j'avais une question que j'avais formulée pour François Le Guil, alors qui est un peu... Bon, vous allez voir, je la dis. Il est difficile aujourd'hui de faire entendre quelque chose de l'abord psychanalytique de l'autisme. Avez-vous écrit cette brochure à 3 pour faire entendre qu'il vaut mieux aborder les autistes à plusieurs? Ça m'avait intrigué le fait que cette brochure était écrite à 3 et comme on est effectivement, comme le disait Solène, aussi à essayer de travailler à comment faire entendre le discours psychanalytique et à défendre notre pratique et notre éthique. Voilà, je m'étais posé la question s'il n'y avait pas un lien. Voilà. Oui,
On entend là, oui. Oui. Comme j'ai dit à plusieurs reprises que je n'avais pas écrit cette brochure, donc elle a été écrite à 2+1 ou à 3-1. C'est la gentillesse des deux vrais auteurs qui m'y fait figurer et mon enthousiasme qui m'a fait accepter. Ceci dit, est-ce que ça veut dire que ça fait mieux entendre qu'il vaut mieux aborder les autistes à plusieurs? À grand Dieu, oui, absolument. C'est une constante, tant chez Freud que chez Lacan, quand on arrive devant une question irrésolue, une question essentielle, il faut s'y mettre à plusieurs. Alors, la pratique à plusieurs a été très largement illustrée par nos amis de l'antenne 110, je crois, et du Courtil. Je me souviens en tout cas d'avoir été longtemps dans les milieux hospitaliers, et il est évident que devant toutes les particularités des questions soulevées par le transfert dans la psychose et dans l'autisme, il est évident que le nombre de ceux qui sont dans le jeu ne nuit jamais, et que la pratique à plusieurs, c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre dans la recherche. Je suis très frappé par que on retrouve exactement la même démarche chez Freud dans ses derniers écrits sur la féminité, et chez Lacan sur la passe, où ils disent « on n'y arrivera pas si on est tout seul. On n'arrivera à avancer que si on est plusieurs ». Je crois que Jacques Alain Miller le rappelait, que Lacan disait qu'au fond, avec la procédure de la passe, ce qu'il voulait fabriquer, c'est des bons camarades. Bon, donc, la pratique à plusieurs, oui, bien sûr. Ce sera d'autant plus important que ça me paraît expliquer quelque chose, et je n'aurai pas trop le temps de le commenter, mais ça me paraît expliquer quelque chose qui m'a toujours troublé à chaque fois que j'ai été amené à le lire. C'est à la conférence que Lacan a prononcée à Genève sur le symptôme et qui est parue dans La cause du désir, numéro 95, je crois, où Lacan dit qu'effectivement, les autistes n'entendent pas ce qu'on aurait à leur dire en tant qu'on s'occupe d'eux. Il le dit autrement, mais c'est quelque chose d'extrêmement interrogeant pour moi, car avec des sujets autistes au sens de Bleuler, j'ai toujours constaté que c'était vrai, qu'on pouvait faire passer qu'on pouvait repasser quelque chose si c'était relativement lancé à la cantonade, et que si on s'adressait spécifiquement au sujet en tant que le sujet, justement, n'a pas les moyens de faire représenter sa division dans le langage, que le sujet dispose du système langagier comme d'une compacité sans trou, qui ne peut pas y creuser sa niche, qui ne peut pas s'y faire représenter, eh bien, s'adresser à lui directement est le plus sûr moyen. Excusez-moi, c'est une formule familière qui me vient, mais le plus sûr moyen, non pas de rater son coup, mais de rater le coup qu'on voudrait pouvoir lui permettre de jouer. Et donc là, être plusieurs me paraît une condition très très indispensable. Voilà, c'est un peu confus, mais j'ai essayé de répondre comme j'ai. Merci beaucoup. Merci. C'est très clair au contraire, et ça revient également ça précise un point qui était indiqué dans la brochure, où il est vraiment précisé dans la brochure que finalement le psychanalyste ou psychologue orienté par la psychanalyse en institution ne travaille pas seul ou quasiment jamais seul, et sont toujours également entourés d'enseignants, d'éducateurs, enfin que cette pratique à plusieurs est aussi également pluriprofessionnelle, et que c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il est très difficile
de départager à qui revient finalement, puisque les études se font sur les niveaux de preuve d'efficacité, le fait de travailler à plusieurs aussi réduit à néant finalement la possibilité de savoir à qui revient la plus grande efficacité. Voilà, donc je vous remercie beaucoup François Le Guil et ça me permet de passer à la question suivante, qui est la question d'Agathe Sultan, qu'Agathe va poser à Jean-Claude Malval. C'est ça. Bonsoir. Jean-Claude Malval, vous montrez que le dogmatisme dont on accuse souvent la psychanalyse, elle est bien plutôt du côté de ses détracteurs, avec des méthodes douteuses au profit d'une idéologie, une fausse science donc. Alors à qui profite le fake quand il est produit au nom de la science, ou selon la logique des discours de Lacan, quel maître est aux commandes? Je voudrais dire juste un mot sur qu'on vient de dire. La confection s'est faite à plusieurs. Ça a été une pratique collective. J'ai rédigé le premier jet, mais il y a eu de très nombreux apports de collègues, au moins une bonne dizaine, parmi ceux qui l'ont signé. Et même le titre a été modifié par une personne qui ne l'a pas signé, qui est Brigitte Chamac. Donc, ça a été très intéressant de ces échanges autour de la confection de cette brochure. Alors, votre question, Madame Sultan, je dirais qu'en France, ce sont essentiellement quelques associations de parents d'autistes influentes qui font la politique publique concernant la prise en charge de l'autisme. Elles s'appuient volontiers, en effet, sur le discours de la science pour justifier leur dogmatisme. Elles se focalisent sur la critique de la psychanalyse et sur la promotion des méthodes comportementales. Elles s'indignent d'un scandale français qui méconnaîtrait la scientificité de ces méthodes comportementales au profit d'approches psychanalytiques présentées comme omniprésentes et totalitaires. Ces associations de parents sont parvenues à forger, à répandre dans les médias une supposée approche psychanalytique de l'autisme qui est une construction en forme d'épouvantail. Cette approche, selon eux, tient en plusieurs assertions, tantôt biaisées, tantôt fausses, qui sont plus ou moins parvenues à se faire passer pour une évidence auprès des non-spécialistes. Les psychanalystes culpabilisent les parents, ils attendent l'émergence du désir, leurs préoccupations sont mercantiles, ils sont les tenants d'une approche rétrograde, non informée des avancées de la science, etc. Ils considèrent l'autisme comme une psychose. Il s'agit pour ces associations non pas d'informer avec nuance, mais de faire peur, en amalgamant volontiers d'ailleurs la psychiatrie coercitive et la psychanalyse, afin de détourner les autistes des modes de prise en charge psychodynamique présentés comme la source de tous leurs maux. La majorité des médias reprennent cette notion de scandale français, mais très peu donnent une vision plus mesurée de la situation. La rigueur de la science, François Le Guil vient de le rappeler, se paie de l'exclusion du sujet qu'il a fait, de sorte que le discours de la science reste troué, incomplet. La science est par essence inachevée. Dès lors, les discours qui se présentent comme des savoirs achevés au nom de la science sont des discours scientistes. Ce ne sont pas ceux-là, bien sûr, qu'il convient de mettre aux commandes dans l'abord du sujet, mais bien plutôt ceux qui privilégient le particulier contre l'universel. La psychanalyse des autistes, telle qu'on conçoit, peut-être utile de le préciser, elle ne passe pas sur le divan. Elle ne recourt pas à la méthode d'association libre. Elle ne cherche pas à éclairer le passé par le présent, ou le présent par le passé. En revanche, elle favorise la mise en place des fonctions du bord, celles de protection, de régulation et de médiation. Et des pratiques diverses, parfois même des autothérapies spontanées, attestent qu'en appareillant ainsi la jouissance, l'angoisse se trouve atténuée, tandis que les capacités cognitives deviennent plus disponibles. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup de nous aider à torpiller tous ces fakes qui circulent malheureusement beaucoup
trop largement concernant la prise en charge psychanalytique des autistes. Donc là, les éléments que vous donnez sont vraiment très percutants. Donc merci beaucoup. Je propose de passer la parole à Nathalie Georges, qui va poser sa question à Patrick Landman. Voilà, je réactive le son. Alors, oui, c'est une question à Patrick Landman. Tout à l'heure, quand François disait, et vous-même aussi, Patrick, qu'il ne fallait pas trop attendre de nos travaux, qu'ils modifient le paysage profondément et tout de suite, je pensais en contrepoint à cette note un peu rabat-joie, excusez-moi, à une phrase de Jenny Lemoine qui disait effectivement, on ne peut rien attendre d'autre que la mort et tout le reste, il faut le faire. Alors, je trouve cette phrase formidable. Quand je suis déprimée, je me la serine et voilà, c'est mon système coué personnel. Dans le domaine qui nous occupe, on peut être quand même déprimé parfois par d'abord la grande rigueur maintenant hostile à la psychanalyse qui frappe des jeunes collègues. Et je crois que votre travail vient vraiment en soutien d'une formation qui est quand même en difficulté. Ceux qui s'engagent dans ce cursus aujourd'hui sont quand même, je trouve, plus courageux que nous qui étions dans un moment où la psychanalyse, justement, avait cette place, évidemment dans le plus grand malentendu, mais une place tout de même très dans le discours. Alors, je voulais vous demander tout ça pour en arriver à ma question qui est celle de la tactique et de la stratégie en matière de diffusion de nos travaux. Je crois qu'il y a des gens qui font du lobbying et je crois que nous, un grand nous ici, nous sommes ceux qui n'en faisons pas. Nous avons d'autres méthodes, des méthodes plutôt à ciel ouvert, non sans savoir qu'évidemment une brochure peut tout à fait jouer le rôle de la lettre volée dans le bureau du médecin-chef qui ne veut rien savoir de ce qu'elle contient. Mais néanmoins, je crois qu'on a un certain type de diffusion de nos travaux. Et je voulais vous demander, cet effort que vous avez fait pour une publication bilingue, est-ce que vous en recueillez déjà des effets ? Est-ce que la brochure, elle a passé la Manche ? Est-ce qu'elle a passé l'Atlantique ? Est-ce qu'elle a trouvé à se diffuser dans des circuits anglo-saxons ? Est-ce que vous en avez déjà des retours ? Enfin, tout ce que vous pouvez nous dire sur les effets que vous enregistrez déjà de ce travail. Oui, alors, le champ de l'autisme, le champ, je dirais, de la politique de l'autisme est tenu par une oligarchie. Cette oligarchie est composée de médecins, la plupart du temps universitaires, de chercheurs aussi, de hauts fonctionnaires qui suivent et qui sont très empathiques avec les méthodes prônées par ces médecins et ces universitaires, et puis bien sûr par des associations de parents extrêmement lobbyistes. Cette oligarchie, en tout cas certains membres de cette oligarchie, je dirais, sont l'objet, je dirais, d'une façon l'objet, je ne pourrais pas dire ça comme ça, mais que le scandale qu'ils disent, qui est celui de la présence de la psychanalyse dans l'autisme, il faut le renverser. Le scandale, c'est cette oligarchie, parce que cette oligarchie empêche la démocratie sanitaire, empêche la recherche scientifique, intimide de plus en plus les psychologues, les praticiens. Et quand je dis c'est une oligarchie qui en plus méprise les cliniciens, ne tient plus aucun compte de leur expérience. Et donc, ça ne pourra pas durer, parce qu'aucune oligarchie ne dure éternellement, et particulièrement dans le domaine où on est quand même dans le domaine scientifique. Donc, il faudrait qu'il y ait, je dirais, un journaliste d'investigation, comme il y a eu pour l'affaire Monsanto, par exemple, qui aille, je dirais, jusqu'à dénoncer ces pratiques de cette oligarchie, de certains membres de cette oligarchie,
et que ça soit public. Et que comme ça, je veux dire, se révèle qu'au fond, que nous n'avons pas affaire simplement à des débats scientifiques honnêtes ou supposés honnêtes, mais nous avons affaire à des gens qui ont une pratique oligarchique qui est totalement antidémocratique. Alors, du coup, notre brochure est très, très bien. Effectivement, le rédacteur essentiel, c'est Jean-Claude Malval, et il a fait un travail absolument remarquable qui a été complété par un certain nombre de collègues dont je suis, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut continuer ce travail et par bien le faire passer dans le monde anglo-saxon. Et j'ai quelques collègues qui ont relayé cette brochure dans le monde anglo-saxon, mais ça reste quand même encore très minoritaire. Pour une raison, c'est que dans le monde anglo-saxon, j'ai compris que pas mal de collègues qui seraient finalement favorables à nos thèses sont intimidés pour leur carrière, sont intimidés pour pour leur carrière, appelons ça comme ça, et n'osent pas, sauf en off, mais je dirais, ils n'osent pas publiquement s'associer à des psychanalystes. Et donc, on ne va pas avoir une diffusion, je dirais peut-être sous le manteau, mais on ne va pas avoir une diffusion publique très importante. J'essaye quand même de faire en sorte que, par ces collègues-là, il y ait une diffusion dans la presse. Je pense par exemple à un article du New York Times ou un article du Guardian serait très bienvenu. Au fond, il y a eu des articles comme ça qui ont été à contre-courant. Et aux États-Unis, ils ont ce pouvoir remarquable, mais aussi en Angleterre, de faire les pires choses et après d'être des repentis de ces pires choses et de dire finalement on s'est trompé complètement. Alors on n'en est pas là, mais il ne faut pas désespérer. J'essaye, par le biais des gens que j'ai, avec lesquels je suis en contact, dans le monde anglo-saxon et peut-être dans la presse, de faire en sorte que cette brochure, ou en tout cas, il y ait un éveil des consciences sur cette question. Ce n'est pas impossible qu'on y arrive, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là pour répondre à votre question. Il nous reste du travail. Merci beaucoup, Patrick Landman. On serait très heureux d'être associé à c'est-à-dire d'être au courant pour effectivement participer à cette diffusion, Solène, non? Absolument. On en a souvent parlé. Tout à fait. Oui, je te passe la parole peut-être, Nathalie, pour la 5e et dernière séquence. En effet, je vais faire donc la transition avec la 5e et dernière séquence que nous avons intitulée, et alors là, le sujet est vraiment maintenant au centre de notre conversation, qui s'intitule « Pour la psychanalyse dans le champ de l'autisme ». Et là, vous avez 3 questions, donc. La première de Laetitia Billan-Bourdet, qui est encore à vous, Patrick, et je lui passe la parole. Laetitia, merci. Ça a été cité en tout début de soirée. Jacques-Alain Miller souligne que la dépathologisation est progressiste et incite sur l'importance de connaître la clinique. Comment entendre cette orientation aujourd'hui dans le champ de l'autisme? Alors, je pense qu'on en a un petit peu parlé, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que Jacques-Alain Miller a voulu dire précisément, mais moi, ce que j'entends dans cette idée de progressisme, c'est cette idée, effectivement, anti-ségrégation qui est prônée par cette dépathologisation, c'est-à-dire on peut inclure de plus en plus de gens dans la société, on fait une place au plus grand nombre, dans la mesure où on n'a pas une norme stricte et à partir de laquelle on décide qui est normal et qui ne l'est pas. Vous savez, la normalité, enfin, le livre de base, c'est quand même Canguilhem sur la question du normal et du pathologique. Et il dit bien que le normal, c'est celui qui... Enfin, la normalité, c'est aussi quelqu'un qui peut... La santé, c'est aussi quelqu'un qui est susceptible de créer ses propres normes. Hein. Donc, c'est pas simplement le fait de correspondre à ces normes, mais c'est aussi de pouvoir créer ses propres normes. Alors, il y a un point sur lequel on n'a pas insisté,
qui est que depuis maintenant pas mal d'années, on est passé de la psychiatrie à la santé mentale. Je pense que c'est une évolution sociologique, j'allais presque dire anthropologique fondamentale. Et du coup, la santé mentale va dans le sens de la dépathologisation, c'est-à-dire que la santé mentale, c'est le bien-être, il y a des côtés, il y a des références positives, c'est pas simplement la pathologie, c'est pas le trouble uniquement, c'est pouvoir jouir de son être dans les meilleures conditions possibles et ce droit à la jouissance de son être dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, c'est instauré, en France, il y a déjà pas mal de start-up qui s'occupent de la santé mentale. Aux États-Unis, elles sont déjà plus de 300 start-up qui, d'après les informations qui m'ont été données par les collègues américains, qui s'occupent de santé mentale. C'est un immense champ de business possible, cette santé mentale, et ça va non seulement c'est préparé depuis de nombreuses années, mais là, comme vous le savez peut-être, j'invite Thomas Insel, qui est donc le patron de la psychiatrie mondiale. Là, ça sera jeudi 10 novembre, à une heure impossible, c'est 16h30 parce qu'il est en Californie. Il m'a envoyé ses slides et il va parler de ça, de la santé mentale dans les 10 prochaines années, comment ça va se passer aux États-Unis. Il ne faut pas se leurrer, ça viendra aussi en France. Alors, est-ce que c'est progressiste? Ça, j'en suis pas totalement convaincu. Sur le concept, oui, c'est mieux que tout le monde soit inclusible, que tout le monde soit éventuellement, je dirais, trouve une place dans la société, que donc on n'est pas dans la pathologisation excessive. Mais là aussi, c'est totalement paradoxal, parce que, bien sûr, il y a des pathologisations, et en même temps, il y a je dirais, une médicalisation de l'existant. La dernière en date, c'est celle du trouble du deuil prolongé. Savez-vous qu'au bout de 6 mois que vous avez encore, vous êtes toujours en deuil, ben non, vous n'êtes plus en deuil, vous avez un trouble qui est le trouble du deuil prolongé. Donc, alors que le deuil, pour nous psychanalystes, là, ça nous fait mal parce qu'on a le référence de Freud sur deuil et mélancolie. Et là, maintenant, il y a le deuil prolongé, le trouble du deuil prolongé. Alors, je terminerai en disant, on a supprimé l'hystérie et on s'est peut-être trop axé sur le fait que supprimer l'hystérie dans les années 80, dans le DSM-3, c'était supprimer la psychanalyse. C'était pas seulement supprimer la psychanalyse, c'était supprimer un certain rapport à la vérité. C'était aussi supprimer, je dirais, tout ce que les hystériques ont amené, parce que c'est pas que Freud qui a inventé la psychanalyse, c'est aussi les hystériques. Et c'était supprimer le langage, la parole de vérité, la jouissance du corps, tout ça éliminé totalement de la psychiatrie. Là, j'ai parlé aussi de l'élimination de la paranoïa, c'est pour d'autres raisons, mais je pense que ça va dans le sens de la santé mentale. Mais la dépathologisation est ambiguë, elle est marquée je dirais, de paradoxe, mais elle est absolument, je dirais, en progrès. Et la notion de santé mentale va totalement dans le sens de la dépathologisation. Et c'est ça qui va gouverner, je dirais, le champ que nous connaissons, le champ de la psychiatrie, de plus en plus. On aura bien sûr, on aura d'un côté les gens qui relèveront de la santé mentale et ceux qui pourront les exclure, qu'on ne pourra pas inclure, la gestion je dirais, des déviants, ça sera l'objet d'une pratique sociale, mais ça ne sera plus du tout une pratique médicale ou pathologique, ou se référer à la pathologie. D'ailleurs, merci beaucoup, Patrick Landman. Ça permet de rappeler que Freud a toujours été quand même un fervent défenseur de la psychanalyse profane et qu'il se méfiait beaucoup de la formation médicale pour les psychanalystes. Donc, on rejoint là vraiment les bases de la psychanalyse. C'est un retour au premier Freud même. Vous savez, juste dire un tout petit mot, les gens veulent parler. Moi, je suis débordé de demandes depuis la Covid. Débordé, oui, le Covid. Débordé de demandes de gens qui veulent parler, qui ne veulent pas de médicaments en plus. Peut-être pas de psychanalyse, mais ils veulent parler. Et certains rentrent dans la psychanalyse. Et s'ils veulent un diagnostic, c'est parce qu'ils veulent mettre un mot sur leur souffrance. C'est pas parce qu'ils veulent une étiologie cérébrale.
Ça, c'est tout à fait évident. Ils veulent un mot sur leur souffrance, une sorte d'effet placebo de ces mots soi-disant scientifiques. Voilà, je m'arrête. Oui, non, merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant la parole à Mathilde Pagna pour sa question à Jean-Claude Malval. Mathilde. Bonsoir. Oui, donc voilà, c'est une question pour Jean-Claude Malval. La modestie de votre conclusion est une grande leçon, puisque vous suivez les sujets dits autistes. Je vous ai perdu. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je l'entends, oui, très bien. Ok, je ne vous vois plus. Puisque vous suivez les sujets dits autistes, quand ils nous invitent à traverser le champ de notre révolte intime pour nous articuler à plusieurs et redéfinir le lieu où la question du lien social se pose à nouveau frais. Aucune approche n'est plus exclue, ni jugée meilleure qu'une autre. Au dogmatisme de tous s'oppose la mise, responsable et singulière de chacun. Alors, comment associer le plus de partenaires possible pour soutenir dialogue et conversation aptes à améliorer les prises en charge ? Alors, aucune approche n'est exclue, certes, mais je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'aucune n'est meilleure qu'une autre, car il me semble quand même possible d'affirmer que la méthode de prise en charge la plus recommandée en France, encore aujourd'hui, est assurément la pire. Il n'est pas contestable qu'elle obtient quelques résultats positifs, mais ceux-ci doivent beaucoup le rappeler à la rhétorique de l'évaluation. Ils sont positifs, ces résultats, pour la base, si l'on retient les paramètres qui la valorisent et si l'on néglige ceux qui la déprécient. Et ceux qui la déprécient sont plus importants. Sinon, le critère majeur de l'insertion sociale des autistes donne des résultats unanimement considérés comme médiocres. Ça, c'est pourtant le plus important. Et puis, il n'est pas rare aussi que la violence dans la méthode, parce que là-bas est la méthode la plus violente, engendre des syndromes post-traumatiques chez ceux qui l'ont subi trop longtemps. Mais les deux principales méthodes recommandées à ABBA et Teach ne sont pas à mettre sur le même plan. Les psychanalystes le font trop souvent. ABBA est une méthode purement comportementale. Et en conformité avec l'hypothèse méthodique du behaviorisme, elle considère le psychisme comme une boîte noire qu'elle ne cherche pas à ouvrir, de sorte qu'elle se situe au degré zéro de la psychologie de l'autisme. Il s'agit essentiellement dans l'ABBA de faire obéir l'enfant en l'amenant à partager les vues de l'éducateur sur les normes de développement du sujet. En revanche, les méthodes cognitives comme Teach cherchent à prendre en compte la spécificité de l'intelligence des autistes, ce qui les conduit à mettre en place des stratégies éducatives non plus à tout faire, mais adaptées au mode de fonctionnement des autistes. Alors que là-bas est une méthode à tout faire, qui convient aussi bien aux délinquants qu'aux entreprises. Bon. Les méthodes cognitives visent à construire une réalité partagée, de sorte qu'elles incitent le plus souvent à structurer l'environnement et à mettre en place un système de communication par pictogramme. Ces méthodes-là, Teach notamment, et Denver, sont compatibles, à mon sens, avec des institutions orientées par une approche psychodynamique. Les grandes méthodes de traitement de l'autisme reposent sur des conceptions de l'humain foncièrement différentes, ce qui les conduit d'emblée à s'affronter. Pourtant, elles ont toutes recueilli une expérience de la pratique avec des autistes et toutes peuvent faire état, vous le disiez, de résultats. Au-delà de leurs divergences manifestes, elles convergent sur certains points. Elles ont toutes, par exemple, contribué à détruire la notion d'incurabilité de l'autisme. Elles insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un handicap irrémédiable et que la socialisation de ces sujets est possible, au moins pour certains d'entre eux. Aucune de ces méthodes n'objecterait aujourd'hui sur le bénéfice de scolariser l'enfant autiste dès qu'il est capable de s'adapter à l'enseignement ordinaire, à la condition qu'il ne soit pas rejeté par les autres élèves. La nécessité d'individualiser la prise en charge est toujours mise en avant,
par toutes les méthodes, même par celles qui s'y prêtent mal, comme là-bas. Dès lors, un certain rapprochement semble aujourd'hui se dessiner entre des approches antagonistes, un rapprochement timide, mais quand même. Par exemple, le rapport de la HAS note en 2012 que selon des publications récentes faisant référence aux techniques comportementales ABA, il est maintenant recommandé par les partisans d'ABA eux-mêmes d'être attentif aux signaux donnés par l'enfant, d'y être réceptif et réactif, et de partir dans la mesure du possible des activités, désirs et intentions de l'enfant lui-même, plutôt que de systématiquement imposer l'apprentissage d'un comportement décidé a priori sans observation préalable de la personnalité de l'enfant. Voilà ce qu'on recommande là-bas. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude. Malheureusement, le temps va nous manquer là pour poursuivre avec vous, mais voilà la dernière question maintenant de notre séquence. On est limité vraiment par le temps. La dernière question de notre séquence, c'est Anne-Sophie Delalleux qui va la poser à François Le Guil. À vous, Anne-Sophie. Micro. Oui. Anne-Sophie, votre micro. Activez le son, voilà, bonjour, excusez-moi. Voilà, très bien. Je disais, comme vous le soulignez dans la brochure, même si vous n'y avez pas directement contribué, l'approche psychanalytique consiste à inventer un mode de prise en charge propre à la singularité de chaque autiste, et l'orientation vers le réel justifie qu'elle se prête difficilement aux évaluations globalisantes de l'evidence-based medicine. Donc ma question, c'était quel est le type ou quels sont les types de dispositifs d'accueil et de traitement qui en découlent. Je pourrais aussi le dire autrement à l'issue peut-être là des échanges. Comme le rappelle Jean-Claude Malval, faute d'une cause connue, l'appréhension de l'autisme reste aujourd'hui essentiellement clinique. Oui. Effectivement, Jean-Claude avait commencé à répondre de façon tout à fait circonstanciée à cette question extrêmement importante. Si je m'appuie sur le souvenir que j'ai d'une pratique qui a duré plus de 20 ans à l'hôpital, je dirais qu'il y a trois principes à installer dans toute prise en charge de la question. C'est premièrement la parole, deuxièmement la parole et troisièmement la parole. Enfin, je veux dire que le paradoxe dans lequel on est, c'est que on s'aperçoit que, et c'était le combat en particulier de la psychiatrie institutionnelle dans les grandes heures du milieu du XXe siècle, on s'aperçoit que dans la pratique à plusieurs, énormément de choses se disent et peuvent être notées et enrichissent la clinique si on a les moyens de recueillir tout ce qui se dit. Et que par conséquent, quelle que soit l'institution où l'on est, il me semble que la première chose à installer, c'est qu'il y ait des lieux où puisse être recueilli tout ce qui peut se dire et fonder une clinique qui soit une clinique orientée par le respect absolu de la singularité des gens qu'on a à y accueillir. Autre paradoxe, très rapidement, on a raison de s'alarmer, par exemple, sur le plan épistémologique, de la disparition de la paranoïa dans la clinique. Mais c'est des conséquences politiques d'une certaine démocratisation à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Tous les arrêtés qui ont été pris dans les années 80 pour permettre aux patients d'avoir accès à leur dossier. Et aucun d'entre nous ne peut être hostile à cela, implique que ces diagnostics ne puissent plus être posés. Il m'est arrivé un jour de dire à un collègue
médecin en ville, que le patient qui était le sien et que j'avais eu à m'en occuper, qu'au fond, il était paranoïaque. Et le médecin immédiatement a fait un certificat et a dit, comme le dit le docteur Le Guil, le psychiatre, il s'agit d'un sujet de structure paranoïaque. Je vous assure qu'il m'a fallu bien des efforts pour m'expliquer devant le patient qui, par lettre recommandée, me demandait pourquoi j'aurais dit qu'il était paranoïaque. Je m'en suis sorti avec la logique du chaudron troué. Je ne crois pas que la paranoïa existe. Deuxièmement, ce sujet, etc. Troisièmement, voilà. Donc, à partir du moment où l'on prétend ne pas constituer cette oligarchie, qui évidemment va se constituer d'autant plus fermement qu'on ne veut pas qu'elle se constitue, comme l'a rappelé Patrick, à partir du moment où on conteste que les cliniciens puissent faire leur clinique de façon célibataire et n'est pas à en rendre compte devant les patients, tous ces diagnostics, car c'est le propre de tous les diagnostics de la psychopathologie, c'est de pouvoir virer à l'injure. Bleuler a inventé la schizophrénie pour lutter contre, en partie, pour lutter contre le caractère discriminant et ségrégatif de la démentia praecox. Et schizo est devenu une injure. Donc, tout ce qui est effectivement borderline est devenu une injure. Tout ce qui est imaginé pour assouplir les effets ségrégatifs de nos efforts de repérage des structures. Et tu sais, si je suis d'accord avec Jean-Claude, que nous avons le devoir de repérer les structures. Mais tout ce qui est fait pour assouplir cela n'empêche pas le virage à l'injure de tout ce qui est inventé. Et par conséquent, il y a fort à parier que la recherche clinique va être de plus en plus prudente, c'est-à-dire probablement de moins en moins topique. Merci. François, c'est le mot de la non-fin. Je vous remercie vraiment beaucoup de nous rappeler que la parole étant entendue que tout signifiant vire à l'injure, c'est vraiment le paradoxe et l'étau dans lequel nous sommes tous pris, un par un. Et c'est la raison de cette convocation des psychologues freudiens à plusieurs, justement, pour à la fois étoffer notre lien et dissoudre tout ce qui pourrait avoir de paranoïaque de façon latente. Juste un mot, Nathalie. Lorsqu'un candidat aux élections présidentielles malheureux, le candidat qui a été associé à ce qu'on a appelé le Penelope Gate, a pu dire à la radio « Je ne suis pas autiste », vous vous souvenez du surcroît de scandale est ajouté au scandale que lui-même nourrissait avec diligence depuis plusieurs semaines. Je ne suis pas... ça avait fait des vagues. Oui, c'est encourageant, au fond. La banalisation de tout ça n'est pas pour aujourd'hui, pas encore. Si on le prend du bon côté, s'il y a un bon côté à cela, au fond, le tranchant du signifiant reste très vif. Voilà, eh bien, je crois que ma mission s'achève là et que c'est Anne qui va, je vais tenter de conclure et Solène qui va remercier tout un chacun. Voilà. À vous. Alors brièvement, nous avons proposé ce soir un trajet en 5 séquences qui avait pour but de tenter de lire et d'interpréter la situation actuelle concernant l'autisme à partir de la brochure formidable que vous avez publiée. Alors, au regard d'une part de la grande précision de vos réponses et des perspectives qu'elles ouvrent, ce dont nous vous remercions vivement, mais aussi de l'auditoire. Nous avons été plus de 400 à avoir partagé cette soirée. Force est de constater que c'est un succès. Ceci constitue un élément encourageant, il me semble, quant aux forces en présence pour faire valoir l'abord psychanalytique de l'autisme, d'une manière qui, comme il a été souligné, à partir d'une lecture claire de l'époque et des discours à l'œuvre, a sans doute, comme toujours, à s'inventer, à se réinventer
pour permettre de tracer une voie où sera maintenu le vif et le vivant de l'éthique du sujet. Voilà, la parole. Très bien. Nous faisons donc signe ce soir aux cliniciens qui le souhaitent, aux psychologues qui le souhaitent, en les invitant à nous rejoindre dans notre action engagée. Voilà, je crois qu'un certain nombre de contacts vous ont été transmis et vous pouvez de toute façon trouver ce qui vous manquerait sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci, grand merci à Patrick Landman, François Le Guil et Jean-Claude Malval. C'était vraiment un honneur de vous entendre répondre à nos questions ce soir. Je passe la parole à Solène. Eh bien, je joins ma voix à celle d'Anne et de tous les psychologues freudiens présents ce soir pour vous remercier, Jean-Claude Malval, Patrick Landman et François Le Guil, d'avoir accepté de répondre à nos nombreuses questions. On peut même applaudir, non ? En cartel. Ouais. Un grand merci. Je crois que le pari est réussi, en tout cas, de nous redonner un peu d'espoir, ça c'est sûr, et puis beaucoup d'énergie pour ne pas baisser les bras et continuer de prendre en charge les autistes, les personnes autistes que nous rencontrons dans nos institutions. Voilà, donc un grand merci à chacun de vous. Je vous souhaite une bonne soirée et j'encourage chacun, comme l'a fait Anne, à se rendre sur notre site internet, à consulter notre appel à contribution et à contribuer à la newsletter des psychologues freudiens pour faire entendre votre voix, vos combats cliniques. Bonne soirée à tous. Un grand merci aux organisateurs. Merci beaucoup. C'était formidable. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je dois me déconnecter.